Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Clarence Solet, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente des Verts de Châtelois, conseillère générale à la Chaux-de-Fonds. Et vous êtes jeune et écolo. Ça coule de source pour vous aujourd'hui, pour une jeune, d'être forcément écolo? Alors pour moi, ça coule de source, bien évidemment. Maintenant, pourquoi je m'engage en politique, c'est justement pour aussi inciter les autres jeunes à devenir écolo comme moi. Ça semble pas forcément si évident que ça chez les autres, vous avez l'impression? Alors effectivement, des fois, on est un petit peu surpris de voir qu'il y a encore des jeunes qui ne jurent que par la voiture, qui font des vacances en avion alors qu'ils pourraient très bien y aller en train, juste parce que c'est un petit peu moins cher, qui jettent leurs déchets par terre. Donc oui, des fois, je suis un peu surprise quand même de ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut faire. Je vais vous montrer une vidéo pour commencer parce que je vous ai cherché sur Google, évidemment. J'ai tapé Clarence Solet sur Google. Vous savez ce qu'on trouve quand on tape Clarence Solet sur Google? Vous savez? Non. On trouve pas spécialement quelque chose sur vous, mais sur Cholet, effectivement. Regardez. On en parle avec vous ce matin. Ignacio Cholet, bonjour. Bonjour, Veillon. Vous êtes agriculteur à Botton. Exactement, Alors, Botton, oui. Est-ce que vous nous confirmez cette baisse de votre revenu? Oh, c'est clair, c'est pas la joie, hein. Y a plusieurs facteurs qui expliquent cet état, notamment le prix du lait qui a encore baissé. De 4,5%. Oui, y a le prix du porc aussi qui se casse la gueule. De 8%. Ouais, et puis du côté des céréales et puis des patates, on est dans les 6% de baisse. Alors c'est clair, c'est un peu la soupe à la limace. Donc c'est pas Clarence, mais Ignacio Cholet. Vous le connaissez bien sûr. Vous écoutez Couleur 3 le matin peut-être. Oui. Mais oui. Et mine de rien, ça m'a fait réfléchir. Bon, Ignacio, c'est un agriculteur. C'est le personnage d'un agriculteur en tout cas. Est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, de ce personnage de l'agriculteur? Vous qui avez probablement des idées similaires, en tout cas sur la nature, et pourtant tout vous oppose, jeune urbaine, vieil agriculteur. Alors bon, moi j'ai grandi dans la vallée de la Saône, qui est une vallée Oula, vraiment j'enlève jeune très urbaine. agricole. J'enlève jeune urbaine, c'est vrai. J'avoue, maintenant j'habite en ville, donc Ouais. j'ai effectivement migré dans la cité. Mais oui, alors moi je me sens assez proche des agriculteurs, justement par mon passé, donc où j'ai grandi, mais aussi par mes préoccupations. Alors moi je suis toujours surprise que les agriculteurs ils votent pas vert, parce que finalement il me semble qu'on est le parti qui prennent en charge le mieux leurs préoccupations. Parce que c'est Leur outil de travail en tout cas, pas forcément leurs préoccupations. C'est ça qui est paradoxal. C'est que peut-être que vous voulez les empêcher parfois de faire comme ils font aujourd'hui. Vous n'êtes pas tellement d'accord avec la manière de faire de l'agriculture suisse, non? Alors non, effectivement, mais sur le long terme, on veut préserver une agriculture de proximité avec des revenus qui permettent aux agriculteurs de vivre. Et là, on est vraiment le seul parti qui ont une vision à long terme. Alors effectivement, c'est difficile, c'est souvent un peu difficile avec les combats des Verts parce qu'on a une vision à long terme, on veut y arriver, mais la plupart des gens ont une vision à court terme. Là, maintenant, aujourd'hui, comment faire pour que mon exploitation tourne, alors qu'il faudrait plutôt voir sur le long terme pour que ce soit durable. Mais vous savez, ce qui fait qu'un être humain a une vision au court terme, c'est en général qu'il faut vivre le jour parce qu'on a des ennuis au jour le jour. On n'a par exemple pas suffisamment pour nourrir toute sa famille. Ça peut être une raison de voir au jour le jour. Est-ce que l'agriculteur, il peut vraiment aujourd'hui se poser des questions sur 10, 15 ans alors qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il va manger après-demain? Alors, de toute façon, les agriculteurs actuellement en Suisse, ils sont tout à fait tributaires de la politique fédérale en matière d'agriculture. Donc, ils sont bien Ils peuvent prendre des évidemment... initiatives, ils n'ont pas besoin de suivre la norme forcément légale. Hein. Alors, ceux qui prennent des initiatives, c'est justement ceux qui se lancent dans la voie de l'agriculture contractuelle, de la vente directe ou des projets un petit peu plus originaux. Et c'est en général ceux qui s'en sortent le mieux. Mais pour les autres qui veulent justement s'inscrire dans ce cadre de politique fédérale, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est vrai que l'agriculture, ça devient plus un secteur local qu'on peut gérer localement. C'est un secteur justement qui est complètement libéralisé maintenant et qu'il faut un peu s'en référer à la politique agricole et puis qu'il faut faire un petit peu confiance à cette politique agricole aussi parce que souvent ils sont réfractaires, ce que je peux comprendre, elle change toutes les 4 ans, c'est difficile, il faut s'y remettre, mais il faut essayer de faire un petit peu confiance quand même. Je commençais sur votre jeunesse, c'est l'une des choses qui frappe avec vous évidemment. Vous êtes présidente quand même de ce parti de Châtelois et puis vous êtes relativement jeune, vous avez quel âge? J'ai bientôt 30 ans. Oui, bientôt 30 ans. Vous restez jeune. Quand vous étiez adolescente, jeune adulte, vous n'aviez pas des posters de Justin Bieber, mais de Nicolas Hulot dans votre chambre, c'est ça?
Non, alors non, j'avais pas les posters de Nicolas Hulot. Pas de Justin Bieber non plus. Justin Bieber, il était certainement pas encore né. C'est vrai. C'est vrai. Bieber. Mais je pense que c'était à peu près l'équivalent à mon époque. Ouais. Mais la métaphore des posters, c'est pour vous demander si vous étiez déjà concerné par, un, la politique et deux, l'écologie quand vous aviez 18-19 ans. Alors justement, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai toujours eu une approche, une attache à la nature, ça c'est sûr. Maintenant, mes convictions écologistes, elles sont venues un peu plus tard. Elles sont surtout venues quand j'ai commencé l'université en sciences de l'environnement, donc à 19 ans. Dans les verts neuchâtelois, il y a des vieux verts, hein, comme partout, des verts qui ont connu les débuts très difficiles de ce parti. Ils étaient dans la marge. Aujourd'hui, vous êtes dans la norme. C'est très mainstream d'être écolo, non? Alors, on a l'impression, oui, mais on nous prend toujours pour des ayatollahs, donc c'est quand même pas si mainstream d'être vert. Bah, c'est un peu hipster, c'est cool, non? Bah, j'espère être cool, ouais. Ouais. Non, mais là, il y a quand même une vraie différence. oui, mais alors, être vert, c'est... Non, pas être vert, être écolo, faire un peu attention à ce qu'on fait, c'est dans la tendance. Mais après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait vraiment, il y a quand même une grande différence. Donc on voit bientôt de plus en plus, par exemple, des publicités qui vantent les mérites verts de tout et n'importe quoi, alors que c'est un produit vraiment pas vert et puis qu'il n'y a C'est ce rien qu'on appelle le d'écologique. greenwashing, c'est ça. Exactement. Donc il faut quand même faire un petit peu attention entre être vraiment vert et prétendre être vert. Mais comment on voit la différence alors? Comment est-ce qu'on peut détecter? Aidez-nous à détecter, parce que le greenwashing, c'est aussi une question politique. Il y a beaucoup de partis qui se disent verts et qui en fait se le disent surtout, mais ne le font pas vraiment. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Alors c'est difficile, c'est vrai qu'il faut un petit peu creuser pour savoir, mais on peut Il faut aller fouiller les poubelles des politiciens? Non, mais on peut prendre un exemple. On parle beaucoup d'écoquartier actuellement. Je pense qu'à Lausanne, il s'en fait pas mal. Alors, on vend comme écoquartier maintenant à peu près n'importe quoi. Donc, il suffit que les maisons soient Minergie pour dire que c'est un écoquartier, alors que finalement, la norme Minergie pour les bâtiments, c'est une norme qu'on doit appliquer maintenant. Donc maintenant, pour avoir un écoquartier, il faudra avoir une vision globale de gestion des déchets, aussi une dimension sociale pour que ce ne soit pas que des quartiers avec que la même population. Il faudrait aussi une gestion de la mobilité, donc qu'on n'ait pas un écoquartier avec un énorme parking dessous pour que tout le monde aille en voiture et puis ne prenne pas les transports publics. Donc il faut un petit peu creuser, il faut pas s'arrêter à la façade, il faut aller un peu creuser, aller voir derrière ce qu'il y a vraiment. On va parler de votre région. Vous avez l'impression qu'à Neuchâtel, on creuse suffisamment, à la Chaux-de-Fonds aussi, on creuse suffisamment et on se pose les bonnes questions, ou parfois on oublie un peu l'écologie parce que le développement économique, c'est pas une région. On va parler aussi du développement économique de cette région qui est parfois un peu chaotique, hein. Mais d'abord sur l'écologie, vous avez l'impression qu'on en prend suffisamment soin dans votre région, à Neuchâtel? Alors, je vais prendre déjà l'exemple de la Chaux-de-Fonds, qui est un exemple assez particulier, vu qu'on est une ville très, très dense, donc où on pourrait avoir une dynamique très durable, avec des transports doux, à pied, à vélo. Et finalement, on voit dans les faits que tout le monde se déplace en voiture et qu'on n'arrive pas à mettre en place une politique de stationnement intelligente, par exemple. Donc, on aurait tous les outils pour devenir vraiment durable comme une grande ville, mais on n'arrive pas à faire le pas. Et puis c'est vrai que... Pourquoi? Alors, je pense que c'est peut-être, je sais pas, traditionnellement, que les gens sont attachés à leur voiture. On est aussi une Bon, ça région pas particulièrement à la Chaux-de-Fonds. donc Ouais. on est une région quand même excentrée. On n'a pas encore de vraies connexions de transport public sur le plateau. Et donc, je pense que les gens ont encore le réflexe de voiture et n'arrivent pas à faire le pas. Oui, ça c'est vrai. Sur le transport public, le train, si vous venez depuis Neuchâtel, c'est le fameux train qui fait un aller-retour totalement débile. On met 45 minutes, je crois, Neuchâtel-la-Chaux-de-Fonds. Un petit peu moins maintenant, Okay. mais effectivement, on fait quand même... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Avec effectivement un aller-retour totalement débile du train, comment est-ce qu'on peut faire là, par exemple, pour demander enfin au CFF de faire quelque chose de correct pour rejoindre la Chaux-de-Fonds, qui n'est pas une banlieue comme une autre? La Chaux-de-Fonds, c'est quand même une ville importante. Hein. La troisième ville de Suisse romande. Oui, la troisième ville de Suisse. Alors, on a eu l'opportunité dans le canton de Neuchâtel de faire un nouveau réseau de transport public avec une connexion très rapide entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et la population a refusé parce que le coût est assez important. Alors, c'est encore une fois une question de vision à long terme. Alors, effectivement, actuellement, c'est un grand coût, mais c'est un investissement sur les 100 prochaines années. Et ça, c'est quelque chose qui vaut la peine. Mais pourquoi est-ce que personne n'a pu l'expliquer ça à Neuchâtel? Il y avait des conseillers d'État qui essayaient de vendre cette votation et ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas réussi. Je pense que le problème avec cette votation du RER Neuchâtelois, c'est qu'on n'a pas pris suffisamment tôt en compte toute la population. Donc,
on s'est focalisé sur la liaison La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, qui représente effectivement une grande partie de la population, mais pas toute la population. Donc, si on avait directement pris en compte toute la population, je pense que c'est un projet qui aurait beaucoup plus facilement passé. Bon, vous nous parliez des mœurs de la Chaux-de-Fonds et le problème de la voiture notamment. Les Chaux-de-Fonniers qui sont très accrochés à leur voiture. On peut comprendre, en décembre, il vaut mieux avoir une voiture que marcher à pied. Enfin, aller à pied, c'est l'enfer, la Chaux-de-Fonds, non? Alors, aller en vélo en décembre, je peux effectivement Même en admettre vélo que c'est un électrique, petit c'est peu l'enfer. difficile. Mais par contre, à pied, les distances sont tellement courtes que finalement, déneiger sa voiture, trouver une place de parc, pêler quand on arrive, parce que bien sûr, il a neigé entre-temps, c'est encore plus compliqué que de faire 10 minutes à pied. Ok, donc là, ce que vous dites, c'est lâcher votre voiture aux Chaux-de-Fonniers. Alors, oui, lâchez-la quand c'est possible, parce que moi, je ne remets pas en cause le fait qu'à la Chaux-de-Fonds, des fois, on a besoin de la voiture. C'est sûr qu'on est dans une région excentrée, mais pour des petits trajets, moi, je pense qu'on améliore notre qualité de vie en allant à pied. On s'énerve moins, on fait de l'exercice, on prend l'air. Et puis, il faut juste que ce soit un réflexe de, finalement, aujourd'hui, je ne prends pas la voiture, je vais à pied, c'est proche. Le canton de Neuchâtel, il y a des bonnes écoles, il y a des jeunes qui sont en train de se former aux nouvelles technologies, surtout par exemple à ce qu'on appelle les éco-tech, c'est-à-dire ces technologies qui permettent de répondre aux défis énergétiques notamment. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération à Neuchâtel va jouer un rôle important pour toute la Suisse? Alors oui, on espère avec Microcity qui va se construire, mais c'est vrai qu'on remarque un petit peu un décalage entre la formation de pointe, un institut qui développe l'énergie solaire qui est à la pointe mondialement. C'est très impressionnant. Oui, et finalement, à peu près aucun panneau solaire sur les toits du canton. Et c'est là où on remarque un décalage que nous, les Verts, on essaye de combler, de voir vraiment fleurir des installations, que ce soit en cohésion avec nos instituts. Mais ces panneaux solaires, ils vont où? Sur l'arc lémanique notamment, où il y a beaucoup plus d'argent que dans le canton de Neuchâtel. Est-ce que ce ne serait pas le problème, notamment de la Chaux-de-Fonds, c'est que, ma foi, la population, elle n'a pas l'argent d'être écolo? Je pense que vous avez une vision un petit peu réductrice de la chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bande de pauvres, mais si vous regardez quand même le revenu moyen à la Chaux-de-Fonds, ce n'est pas le revenu moyen de Lausanne. Bon, alors après, de toute façon, ce n'est pas le revenu moyen qui va mettre des panneaux solaires, c'est soit les investisseurs, soit les propriétaires. Donc, il faut quand même faire une petite différence. Oui, mais le propriétaire, s'il a de l'argent ou pas, ça change tout. Oui, bien sûr. Moi, je ne pense pas que c'est une question d'argent, je pense que c'est une question de volonté. Et à la Chaux-de-Fonds, vous soulevez un point très important. La Chaux-de-Fonds, on est une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO et la ville a décidé en fait que dans une ville au patrimoine de l'UNESCO, on ne pouvait pas couvrir plus que 30% des toitures de panneaux solaires. Et donc, du coup, ça rend absolument impossible la pose de panneaux photovoltaïques. On peut mettre des panneaux thermiques pour chauffer l'eau de la maison, mais ce n'est pas du tout intéressant de mettre un panneau photovoltaïque sur seulement 30% de la surface. D'accord. Donc, Chaux-de-Fonds et solaire, alors, ce ne sera jamais. C'est un combat des Verts actuellement de faire sauter ce plafond de 30% et qu'on voit vraiment fleurir des panneaux photovoltaïques. Mais sur le revenu, pardon d'insister, hein, mais est-ce que vraiment ça ne nécessite pas un certain investissement, une certaine richesse aujourd'hui de devenir écolo? Vous aviez l'air tellement contre, ça me surprend. Non, mais ça dépend. Alors, par exemple, sur les énergies renouvelables, typiquement, si le propriétaire a une toiture intéressante mais n'a pas les moyens d'investir, il peut tout à fait contacter des investisseurs qui mettront eux-mêmes les panneaux sur la toiture. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir les fonds pour mettre des panneaux solaires pour avoir des panneaux solaires sur son toit. Après, être écolo, il faut être riche, il faut un petit peu voir. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, un véhicule, on ne se rend pas vraiment compte, mais ça coûte très cher, alors que de faire des déplacements en vélo ou à pied, ça coûte beaucoup moins cher. Donc il y a vraiment de nombreux domaines où être écolo, ça coûte beaucoup moins cher que de ne pas être écolo. C'est le message que vous voulez faire passer, en fait. Bon, revenons au parti des Verts neuchâtelois. Comment est-ce que vous allez faire maintenant pour que Neuchâtel se profile dans cette politique énergétique? C'est un sujet un peu embêtant, il y a cette fameuse politique énergétique 2050, il y a chaque canton qui est en charge d'appliquer maintenant cette loi concrètement. Quels sont vos chevaux de bataille dans le canton de Neuchâtel pour améliorer et surtout minimiser les dépenses énergétiques et donc rentrer dans cette politique 2050 de la Suisse? Alors, effectivement, le tournoi énergétique, c'est un combat que les Verts mènent absolument partout, et donc bien sûr dans le canton de Neuchâtel. Dans le canton de Neuchâtel, on est justement sur de nombreuses actualités dans le domaine de l'énergie. Donc on a bientôt en votation le plan éolien, que donc les Verts soutiennent. Donc c'est qui va faire un psychodrame, mais comme partout. Voilà. Mais donc c'est quand même un des premiers cantons qui réfléchit au niveau cantonal, un plan intelligent qui s'est aussi concerté avec les cantons limitrophes.
pour faire un plan vraiment cohérent. Alors, nous, les Verts Neuchâtelois, on le soutient. On espère vraiment voir fleurir des éoliennes rapidement dans le canton, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et on n'en a toujours pas. Donc ça, c'est pour l'éolien. Ensuite, on a le solaire, comme je vous disais. On essaye au niveau local Bon, ça a l'air un peu bloqué pour l'instant. C'est un petit peu bloqué pour l'instant, mais ça peut se débloquer aussi assez rapidement. Ensuite, on a l'énergie hydraulique. On a 2-3 rivières intéressantes, notamment le Doubs, où on a déjà des ouvrages hydrauliques, où là, on remarque aussi le contraste entre produire de l'énergie verte et finalement, cette énergie verte peut quand même avoir un impact sur l'environnement local, avec des mortalités piscicoles qui sont très importantes sur le Doubs. Donc, tout projet hydraulique doit quand même être réfléchi très profondément avant d'être implanté. On ne peut pas dire, ah voilà, là, il y a une opportunité, allons-y. Il faut quand même regarder l'impact sur la faune. Parce que ça flingue les poissons, en fait, c'est ça. Voilà, dans le Doubs, c'est exactement ça. Alors, ce n'est pas seulement les barrages, mais en grande partie. D'accord. Oui. C'est vrai que c'est plutôt embêtant pour un projet écolo. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors maintenant, on a justement des grandes discussions et les Verts Neuchâtelois sont très actifs sur ce dossier. Il y a un projet de forage d'hydrocarbures, donc de gaz naturel dans le Val de Travers. Pour nous, on est fortement opposés, parce que déjà, le gaz naturel, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie qui émet des gaz à effet de serre, c'est une énergie polluante. Et pour nous, tant qu'on n'a pas creusé toutes les pistes des autres énergies renouvelables, ce n'est pas une option pour nous. Voilà. Mais vous savez que le gaz, c'est ce qui va permettre d'arrêter le nucléaire, c'est ce que tout le monde répète. Alors, c'est ce que tout le monde répète, oui, on a besoin du gaz comme énergie de transition, mais nous, ça fait 30 ans que les Verts ont dit qu'il faut investir dans les énergies renouvelables. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû mettre les premières éoliennes, commencer avec les panneaux solaires. On ne l'a pas fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, il faut déjà tout mettre en œuvre pour faire les économies d'énergie, parce que le potentiel est énorme, de 20 à 30% d'électricité en moins, on pourrait économiser. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, le gaz, on pourrait peut-être l'imaginer, mais dans le projet que je mentionnais, au Val de Travers, on creuse un énorme trou, en fait, à côté des sources d'eau potable de tout le canton. Et pour nous, ça pose un énorme problème, parce que le risque est énorme, en fait, que l'eau soit contaminée. Et vous avez peur en fait qu'on s'englue dans ces centrales à gaz et que dans 30 ou 40 ans on nous explique qu'il faut arrêter le gaz comme on essaye d'arrêter le nucléaire aujourd'hui, c'est ça? Exactement ça, oui. Clarence Cholet, vous êtes présidente des Verts Neuchâtelois, conseillère générale à la Chaux-de-Fonds. Merci d'être venue dans Face à Face. Merci à vous.